Bonsoir et merci à la Libre Pensée d'inviter Promémo pour cette commémoration, célébration de la fondation de la Troisième République. Alors, je m'attacherai surtout à étudier les relations entre ce que on appelle communément le mouvement ouvrier et la République, des relations qui sont loin d'être évidentes. Alors, je vais trop vite. Alors, ils aimaient en effet la Sainte République, non pas comme certains d'un amour platonique, mais avec passion. Ils l'aimaient en pensant que c'est sous cette forme qu'un pays s'affranchit, progresse et se transforme sans révolution. Cet extrait que je viens de vous lire, c'est une strophe d'un poème, d'un long poème écrit par Jacques Barrot, Les prisonniers du château d'If. Barrot qui a été condamné pour avoir participé à la Commune de Marseille et qui a été incarcéré pendant quelques semaines au château d'If et d'ailleurs qui sera lié après avec Duportal que Chantal vient d'évoquer à l'instant. Donc dans cette strophe qui est un extrait, il insiste donc sur les deux visions de la République, ceux qui l'aiment d'un amour platonique, de façon abstraite, c'est un peu la République universelle, abstraite, et ceux qui l'aiment avec passion. Entre la République minimale, celle qui est proclamée le 4 septembre 1871, et aimé donc d'un amour platonique, et la République radicale de ceux qui l'aiment avec passion. Donc entre ces deux extrêmes, on a tout l'éventail des options républicaines en cette année. Entre ces conceptions républicaines, les ouvriers sont un enjeu moins décisif à l'époque que les paysans, d'où l'attitude d'un Gambetta par rapport au mouvement ouvrier à l'échelle nationale, mais décisif à coup sûr, ce monde ouvrier, dans les centres industriels et les grandes villes. À Marseille, l'émergence de la République le 4 septembre ouvre une période fertile en événements qui débouche sur une série de positionnements ouvriers qui se différencient vis-à-vis du nouveau régime, lequel par ailleurs intègre progressivement aussi ceci dans son logiciel. Donc le 4 septembre, je viens de le dire, ouvre une période agitée. Chantal Champet vous a dit que par ce beau dimanche ensoleillé, puisqu'il faisait beau ce dimanche 4 septembre, à midi, sur le balcon de l'hôtel de ville, Delpech, qui est un membre de l'Association internationale des travailleurs, Gustave Naquet, républicain, le Rochefort marseillais, et Rouvier, futur président du Conseil de la Troisième République, Delpech, donc, proclame la République. Les chroniqueurs de l'époque nous disent que cela provoqua la surprise dans une population pourtant agitée le matin par l'annonce de la défaite de Sedan. Mais cette surprise se transforma rapidement en élan populaire lorsque les édiles municipaux fraîchement élus, ils viennent d'être élus à la fin du mois d'août 1870, et c'est une majorité républicaine qui a été élue
et qui a renversé le maire bonapartiste Bernex. Donc quand ces édiles municipaux se heurtèrent au refus du commandement militaire de la place de renoncer à tous ses pouvoirs. Devant ce refus, le mécontentement populaire crée une vague anti-impériale qui se déchaîne l'après-midi et qui renverse un certain nombre de symboles du pouvoir impérial à Marseille, dont une statue équestre, un tableau le représentant à la Bourse du commerce. Le lendemain, la préfecture des Bouches-du-Rhône est investie, le préfet bonapartiste est en fuite et la municipalité de Marseille délègue un des siens, le riche négociant Labadier, dont on vous a parlé ce matin, comme préfet provisoire. 2 jours plus tard, arrive à Marseille Alphonse Esquiros, député de Marseille, élu en 1869 avec Gambetta, et nommé par celui-ci donc administrateur plénipotentiaire du département. À côté de ces personnalités républicaines irréprochables, issus des clubs politiques marseillais, d'autres acteurs s'affirment, comme de nombreux ouvriers qui ont pris position, sinon possession, de la préfecture au prétexte de la défendre contre les ennemis de la République. Ils constituèrent très vite une garde républicaine armée. Ils ont pris les armes dans les caves de la préfecture. La garde civique, dont les initiatives maladroites ou arbitraires, c'est selon le camp, sont vite dénoncées par les républicains modérés, tenant de l'ordre et regroupés derrière le maire modéré Bory, qui a été donc élu en août 1870. Par ailleurs, la Garde nationale est un autre acteur de ces événements qui est peu étudié et sur laquelle il faudrait se pencher, qui constitue une autre source de pouvoir. Elle est tiraillée entre les bataillons qui la constituent et dont la couleur politique et sociale varie selon les quartiers que ces bataillons représentent. S'ouvre alors un autre... Alors, dans le document que je vous ai préparé, là, on voit donc cette situation marseillaise avec les différents sources de pouvoir. Labadier, donc le maire, qui est délégué préfet au département, à la préfecture. Esquiros, qui a été envoyé à partir du 7 septembre par Gambetta. Le conseil municipal, qui est à tendance plutôt modérée. Et la commission départementale, tiraillée entre différentes forces, avec la présence de la garde civique, influencée par des membres de l'AIT, mais pas seulement. Et puis la garde nationale en observateur. Alors s'ouvre alors un automne durant lequel la République marseillaise affirme son originalité, propose des réformes radicales et défie même le pouvoir central, avant d'être ramené à l'obéissance républicaine jusqu'à ce que les provocations monarchistes n'enflamment à nouveau la ville et n'amènent le dernier épisode connu sous le nom de Commune de Marseille. Alors je ne vais pas vous raconter les événements. À l'occasion, je répondrai à vos questions. J'ai déjà développé les éléments dans un numéro de la revue Promémo. Donc je vais surtout essayer de voir comment les ouvriers, pendant la Commune et après, se sont positionnés. Tout d'abord, précisons que les ouvriers ne constituent pas un bloc monolithique que l'on désigne sous le nom de classe ouvrière et qui fait peur aux possédants. Au-delà des statuts, des niveaux,
de qualification qui les distinguent. Les organisations ouvrières reflètent un éventail d'attitudes et d'organisations donc, qui vont du mutualisme. Alors je n'ai trouvé, pour évoquer cette importance du mutualisme, que ce document sur la maison de mutualité à Marseille, qui a été construite en 1906, mais qui souligne l'importance des mutuelles qui, sous le Second Empire, ont bénéficié du soutien de l'Empire, mais un soutien sous contrôle. Les associations de secours mutuels sont obligées de déposer leur statut, leur budget, toute leur activité, donc sont étroitement sous contrôle du Second Empire. Donc ça va du mutualisme, balisé et contrôlé par l'Empire, dont il accepte les règles du jeu, à l'Association internationale des travailleurs, dont l'émergence récente est dénoncée comme fauteur essentiel de troubles, en passant par les chambres syndicales, lieu de proposition et de construction d'initiatives qui peuvent constituer les ébauches d'une société future où les coopérateurs réaliseront soit l'entente entre le capital et le travail, soit la subversion de la société par une révolution sociale qui libérera les travailleurs de l'exploitation. Alors là, dans ces coopératives, on a l'influence des théories de Proudhon, mais aussi celle de Louis Blanc. Affichant souvent par nécessité la méfiance vis-à-vis de la politique, les plus engagés se divisent sur l'attitude à avoir vis-à-vis des républicains. Faut-il s'en démarquer au nom de l'autonomie ouvrière qui est revendiquée depuis le manifeste des 60 qui a été rédigé en 1867 et qui proclame cette nécessité de l'autonomie ouvrière? Faut-il, à l'inverse, que les ouvriers servent de force d'appoint à ces républicains, puisque la République est pour eux la condition préalable à la satisfaction de revendications? Alors, je vais vous présenter quelques-uns de ces acteurs qui ne sont pas forcément les plus connus. Alors, voici Albert Baum. Alors, je n'ai pas trouvé d'illustration de son portrait. Journaliste et fils d'avocat, qui joue un rôle actif à la proclamation de la République et lors de la tentative de la première commune marseillaise le 1er novembre 1870. Il a publié en 1866, c'est la diapositive que vous avez sous les yeux, une brochure intitulée « De l'esprit coopératif » sur la question sociale, dans laquelle il se fait l'apôtre du mouvement coopératif, à condition qu'il soit d'initiative ouvrière et complètement dégagé de toute tutelle des pouvoirs publics. Alors seulement, les ouvriers auront passé de l'état de salariés, dit-il, à celui d'associés libres, comme autrefois les esclaves passèrent à l'état de serfs et les serfs à l'état de salariés libres. Il devient chef de cabinet d'Esquiros, à qui il a peut-être inspiré certaines de ses mesures sociales, mais il meurt prématurément en février 1871, donc il ne pourra pas participer aux événements postérieurs. Autre personnage, alors là j'ai peu d'informations, mais simplement une citation, enfin une précision. Il s'agit de Pierre P. et accent aigu, vice-président de la Société coopérative des ébénistes, qui est élu au Conseil municipal républicain de Marseille dès août 1870 et qui est aussi un des signataires du document à l'origine de la proclamation de la première commune de Marseille le 1er novembre 1870. Donc, des partisans du mouvement coopératif
des acteurs du mouvement coopératif hein, dans les événements. Autre personnage bien connu, hein, Gaston Crémieux. Là, si vous voulez, j'emprunte à Michel Bitton, qui je crois est présente dans la salle, la couverture hein, de l'ouvrage qu'elle vient de consacrer aux articles que Gaston Crémieux a produits dans le quotidien L'Égalité, avant les événements de la Commune, et dans une série d'articles consacrés aux associations ouvrières, Gaston Crémieux défend, il se pose comme partisan des chambres syndicales auxquelles il conseille de se constituer en société anonyme à capital variable pour échapper aux risques de suspension et de dissolution, critiquant au passage hein, la position de l'AIT hein, qui, elle, délibérément, choisit l'illégalité. Gaston Crémieux hein, a également participé, a aidé hein, des chambres syndicales ouvrières à rédiger leurs statuts. Hein, il a donc mis à leur disposition hein, son expertise juridique. Alors à Marseille, la section de l'AIT a connu, l'Association internationale des travailleurs, a connu depuis sa prise en main par Bastelica. Alors là aussi, hein, pour Bastelica, il n'y a pas de portrait disponible, hein, simplement une de ses brochures. Donc Bastelica, qui en 1868 hein, devient secrétaire de la section marseillaise de l'AIT, qui connaît sous sa direction hein, un certain développement hein, à la fin du Second Empire, puisqu'elle anime un bon nombre de mouvements de grève. Au point d'ailleurs que l'avant-dernier gouvernement bonapartiste, hein, celui d'Émile Ollivier, qui a engagé les réformes libérales du régime, hein, qui a permis hein, le succès au plébiscite en 1870, donc au point que ce même libéral a enclenché hein, contre l'AIT hein, toute une opération hein, de répression, et Bastelica, à la suite pour y échapper, donc s'est réfugié pendant un temps à Barcelone. Alors avec Bastelica, donc on a l'exemple hein, d'un militant intéressant. C'est un jeune Corse installé depuis peu à Marseille. C'est un ouvrier typographe et on peut, dans ses écrits, retrouver une partie des controverses qui animent l'AIT avant et après l'épisode communaliste. Dans sa correspondance avec Albert Richard, son homologue et ami lyonnais, dans son opuscule sur le suffrage universel, hein, sur la diapositive, apparaît un militant actif, sûr de lui, avec d'indéniables talents d'organisateur. Faisant partie de la génération qui n'a pas connu 1848, il a tendance à juger avec condescendance les proscrits de 48 et de 51 et à considérer qu'ils ont fait leur temps. Dans une lettre à Varlin, il juge sévèrement, par exemple, l'action de Rochefort, le leader républicain qui a organisé la manifestation au lendemain de la mort, de l'assassinat de Victor Noir. En janvier 1870, il dit « Rochefort est coupable, je suis sévère mais juste, on ne doit pas jouer comme ça la glissade dans le sang du peuple. Pourquoi Rochefort ne démissionne-t-il pas, cet homme que je tiens en haute estime ?» a eu, comme les hommes qui servent la Révolution, son jour, son heure, sa latitude. Aujourd'hui, le niveau populaire l'a surpassé, qu'il regagne la rive s'il ne veut pas être noyé. Dans un autre texte, il prétend que c'est grâce à lui, alors ça c'est aussi repris du rapport de Sunny, hein, qui surévalue, hein, il me semble, le rôle quand même de l'AIT. En tout cas, il prétend que c'est grâce à lui et à l'AIT qu'Esquiros a été élu à Marseille en 1869
Et il affirme que c'est sous sa pression que le député a interpellé le gouvernement après la répression de la grève du Creusot en mars 1870. Bien que totalement favorable à l'autonomie de la classe ouvrière et à la nécessité de candidatures ouvrières, comme beaucoup de membres de la tendance anti-autoritaire de l'Internationale, il soutient quand même la candidature de Gambetta. Il s'en excuse presque. Il était également soucieux de rallier la paysannerie, ce qui est assez peu fréquent chez les membres de l'AIT, en l'instruisant sur la réalité du partage et du spectre rouge agité par les conservateurs omnicolores, comme il les baptise. Dans sa brochure sur le suffrage universel et la Révolution, il critique certes l'usage que le Second Empire fait du suffrage universel, mais il en propose lui-même une version plutôt malthusienne. Alors vous n'arrivez pas à lire les deux petites citations, mais je précise. Qu'est-ce que le travail, pose-t-il comme question? Rien. Que doit-il être tout? Ça vous rappelle quelque chose, cette formule? Quiconque ne peut justifier de sa qualité de travailleur ne doit pas être admis au banquet du suffrage universel. Donc, la notion de banquet qui était utilisée par Malthus, Bastelica la transpose sur la question du suffrage universel. Par ailleurs, plusieurs responsables de l'AIT, outre Bastelica, comme Amouroux, Guillard, May, côtoyaient des leaders républicains dans la franc-maçonnerie, comme vous l'a précisé Chantal, au point que les limites entre les programmes des uns et des autres étaient ténues. Ainsi, Esquiros fut amené à s'opposer à Gambetta lorsqu'il soutint la création de la Ligue du Midi, dont l'idée avait été défendue par Bastelica quelques semaines plus tôt à l'Alhambra. La création de cette Ligue, dont l'objectif affiché était de soutenir le plus efficacement possible l'effort de guerre du gouvernement de la défense nationale, était en fait perçue comme un projet fédéraliste mettant en cause l'unité de la République. Si telles n'étaient pas, bien sûr, les intentions d'Esquiros, il était plausible que Bastelica, en digne disciple de Proudhon et de Bakounine, y voyait là le moyen d'avancer les pions sur la voie d'une structure fédérale autonome vis-à-vis de l'État central. Structure jugée plus favorable à l'instauration des coopératives. Mais l'échec de la tentative de Bakounine à Lyon le 27 septembre 1870, à laquelle a participé d'ailleurs Bastelica, ruine le projet de l'anarchiste qui se réfugie un temps à Marseille avant d'être exfiltré en Italie. Et la tentative éphémère de proclamation de première commune de Marseille, le 1er novembre 1870, cet échec scelle la fin de la Ligue du Midi. S'il faut reconnaître à Esquiros sa capacité à intégrer les tendances fédéralistes fortes à Marseille, mais pas qu'à Marseille, Jean-Louis Robert l'a évoqué ce matin, il est sans doute exagéré de voir dans le programme de cette Ligue un programme socialiste dont elle serait redevable à l'AIT, comme l'affirme la commission de Sugny, qui enquêta sur les événements marseillais. L'examen des mesures énumérées et citées par Sugny à l'appui de son jugement dénote certes un républicanisme avancé, qui n'est pas sans rappeler celui de la Première République, mais les mesures économiques et sociales préconisées, exportation interdite de capitaux, mise en place d'un impôt sur la richesse réelle, ne remettent pas vraiment en cause le système productif capitaliste. Après la dissolution de la Ligue du Midi, par la reprise en main de Geintes, nouveau préfet envoyé par Gambetta, et le départ de plusieurs leaders, dont Bastelica, Delpech, Cluseret, qui avait commandé la garde nationale le 1er novembre, le calme revient à Marseille, que ne troubleront
pas les élections à l'Assemblée législative du 22 février 1871, même si ces élections sont une nouvelle profession de foi républicaine de la population marseillaise, puisque, toutes tendances confondues, ce sont des républicains qui sont élus. Le monde ouvrier retourne à la défense de ses intérêts immédiats. L'internationaliste Chauvin lance au début mars 1871 une grève sur le port qui est suivie d'autres mouvements dans d'autres corporations, mais sans remettre en cause la paix sociale globale à Marseille. Seules les provocations de Thiers et la maladresse de son préfet, l'amiral Cosnier, rallument la flamme et rallient Marseille, avec un peu de retard à l'allumage, à la Commune de Paris. Et le 23 septembre, un nouvel épisode insurrectionnel porte Crémieux et ses partisans à la préfecture, à nouveau investi par les gardes civiques reconstitués. Mais l'épisode, malgré sa durée de 12 jours, n'est d'abord qu'une attente de ce qui se décide à Paris dans des négociations multiples entre républicains modérés de la mairie essentiellement et radicaux regroupés à la préfecture, jusqu'à ce que les envoyés de Paris, de la Commune de Paris, ne brusquent les événements par l'annonce de nouvelles élections municipales que l'armée repliée à Aubagne se charge d'empêcher lors de la journée de combat indécis. Journée de combat indécis, le 4 avril 1871, puisqu'il faudra l'intervention et le bombardement par l'artillerie pour finalement venir à bout de la résistance de la préfecture. Alors, après la Commune, République et ouvriers, donc des relations nécessaires et ambiguës, l'échec de la Commune de Marseille ouvre la voie à la reconquête militaire de Paris par les Versaillais, n'a pas le même impact sur le monde ouvrier marseillais que la répression a eu sur le monde ouvrier parisien. La réprobation qui entoure l'exécution de Crémieux et les procès qui se déroulent sous le couvert de l'état de siège, dirigé par le général Espivent de la Villebouennais, qui a repris la ville le 4 avril. Donc toutes ces condamnations, ces procès, sous l'état de siège qui est maintenu jusqu'en 1876, pendant près de 5 ans, et jugeant des faits parfois remontant à la proclamation de la République et même avant, au 8 août 1870, des armes républicains radicaux et ouvriers révolutionnaires, mais ne déciment pas leur rang comme la sanglante répression parisienne. La dissolution de l'AIT en 1872, les condamnations aux travaux forcés ou à la déportation, l'exil écarte seulement les leaders, mais les chambres syndicales demeurent vivantes, comme en témoigne la mobilisation de leurs membres pour réunir les fonds nécessaires à l'envoi de représentants à l'exposition universelle de Vienne en 1873, parce que l'Assemblée nationale, qui était monarchiste, avait refusé de voter les fonds, comme ça se faisait sous le Second Empire. Alors, témoignage bien modeste, pourtant d'une activité qui demeure symbolique, car l'installation de l'ordre moral en 1873 renforce en fait la rigueur de l'état de siège. Alors, l'ordre moral, il commence lorsque Thiers est écarté du pouvoir. Thiers qui avait le défaut d'être devenu républicain. En même temps, le mépris, sinon la haine de l'élite pour l'ouvrier transpire dans les rapports de police. Soit l'ouvrier est ivre lorsqu'il crie « Vive la République », soit il est une tourbe lorsqu'il crie « à bas Chambord », il est dangereux lorsqu'il est instruit, et lorsqu'il ne l'est pas, il parle un patois de provençal. Il ne parle pas le provençal, il parle un patois de provençal. Plus répréhensible, il vote comme un seul homme pour la République, donc de ce point de vue-là, il n'y a pas photo. Et, cerise sur le gâteau, il jouit de l'impunité à cause
d'une législation jugée trop libérale. En effet, crier « Vive la commune » est passible de la cour d'assises, mais passer devant un jury populaire, comme l'exige la loi du 15 avril 1871, produirait d'avance un acquittement, se lamente un procureur général. Néanmoins, dans les arrière-salles de café, la réflexion chemine. Alors, l'échec de la tentative révolutionnaire et la violence de la répression invitent à réfléchir sur la révolution telle qu'elle a été pratiquée jusque-là. La prise en compte du suffrage universel invite à envisager la possibilité d'une révolution pacifique. Par ailleurs, sous la pression de la propagande gouvernementale, il y a aussi dans le monde ouvrier un réflexe de rejet de l'international qui est vécu comme une société secrète au service d'intérêts étrangers. La victoire des Républicains aux élections législatives de 1876 scelle la fin de l'état de siège le 4 avril. Mais cette victoire républicaine ne doit pas être synonyme de désordre, selon l'interprétation que la police prête aux ouvriers du mot « république ». Sans entrer dans les détails des événements survenus donc entre 1876 et 1880, lorsque la République est solidement installée, ce nouveau climat plus tolérant facilite l'expression politique des ouvriers et leur permet de débattre entre eux. Il s'ensuit la réunion de congrès ouvriers chaque année, au cours desquels se décantent les positions des différentes composantes du mouvement ouvrier dans leur relation avec le régime républicain. Alors, les deux premiers congrès ouvriers ont lieu en 1876 et 1878. Ils ont lieu en l'absence des communards survivants qui sont pour la plupart encore en déportation ou en exil. La loi d'amnistie partielle n'est votée qu'en 1879 et d'amnistie totale en 1880. Aussi, la commune n'est-elle jamais mentionnée, sauf pour demander précisément l'amnistie. Néanmoins, tous les délégués sont unanimes à défendre le principe de l'autonomie de la classe ouvrière et à promettre que dans ce congrès, on ne s'occupera pas de politique. Dans le premier à Paris comme dans le second à Lyon, la majorité appartient à ceux qui privilégient l'action par les associations professionnelles, mutuelles et chambres syndicales, sans que soit remis en cause le système industriel existant, dans le souci de l'harmonie sociale avec une république dont on partage l'idéal révolutionnaire, mais révolutionnaire de 1789, tout en prenant soin de se démarquer de l'insurrection. C'est pour aller vite le triomphe de ce que l'on appelle les coopérateurs. Pourtant, à Lyon, alors les coopérateurs, dont la figure principale est Joseph Barberet. Pourtant, à Lyon, au détour de débats sur les crises industrielles et le chômage ou sur l'éducation, sur l'instruction, ressurgit l'idée d'un divorce entre la République bourgeoise et la République sociale à travers la question de la révolution préalable du système socio-économique avant toute possibilité d'école gratuite et obligatoire. Et cette révolution possiblement pacifique a pour objet d'instituer la propriété collective. Et donc, sans entrée fracassante dans le débat, selon l'expression de Jourde qui a étudié la question, et sui generis, c'est-à-dire d'après leur propre réflexion d'ouvriers français, on allait donner un nom à la nécessaire rupture entre la République bourgeoise et la République sociale. Ce nom, ça allait être le collectivisme. Dans ces débats, les débats congrès de Paris et de Lyon, les Marseillais n'ont d'abord joué qu'un rôle secondaire, surtout à Paris. Je vais terminer bientôt. Il n'y a que Jean Lombard, au deuxième congrès à Lyon, qui
a été choqué de voir qu'à Paris, la commune n'a pas été honorée. Et au congrès suivant, donc de 1879, le congrès immortel de Marseille, ce sont les collectivistes qui l'emportent, les thèses collectivistes qui l'emportent. Alors c'est une victoire trompeuse, puisque c'est la minorité collectiviste qui a tenu les débats. Lombard est l'organisateur, qui est lui-même collectiviste, est l'organisateur du congrès. Et finalement, les positions sont certes en théorie celles du collectivisme, mais comme la structure adoptée par le parti est une structure fédérale avec 6 régions, rapidement dans les congrès qui suivent au niveau régional, ce sont les options des coopérateurs qui l'emportent, sauf dans la région parisienne et dans une moindre mesure dans la région du Sud. Si bien que ensuite, en 1880, au congrès du Havre, il y a 2 congrès qui se tiennent dans des salles différentes. D'un côté les collectivistes, de l'autre les coopérateurs. Et c'est une première scission majeure dans le monde ouvrier. C'est le départ des coopérateurs et des collectivistes. Alors par la suite, les choses vont se décanter également parmi les collectivistes, puisque le collectivisme devient finalement le plus petit dénominateur commun de ces formations. Et pour aller vite, il y a la tendance ultra intransigeante, qui est pour la révolution immédiate, pour la violence, qui est représentée en gros par les anarchistes. Il y a la tendance représentée plutôt par les blanquistes, dont Chantal vous a parlé, qui, eux, veulent organiser le parti, une minorité agissante, disons, qui doivent être prêts lorsque l'occasion se présentera, mais qui sombreront pour un certain nombre d'entre eux dans le boulangisme quelques années plus tard, en 1889, qui se discréditeront donc. Et puis, les dernières différences entre les guédistes, ceux que l'on appelle les guédistes, qui sont pour un parti organisé, qui doit attendre sans concession avec le régime républicain, qui doit attendre la révolution et qui doit être organisé, préparé en perspective de cette révolution lorsqu'elle viendra, et qui peut être bien sûr pacifique. La dernière tendance étant représentée par Benoît Malon et Paul Brousse, qui, eux, tout en se qualifiant de collectivistes, considèrent qu'il faut utiliser les possibilités de réforme que donne la République à travers les services publics, à travers les municipalités, pour faire exploser de l'intérieur le système par des réformes successives à petits pas dans le sens socialiste. Donc, pour conclure, je dirais que la commune, selon le mot de Vaillant, a sauvé la République. La République ne lui a pas rendu grâce de ce sauvetage, puisque la commune a sauvé la République en administrant la preuve que la République était garante de l'ordre. Raymond Huard vous a montré ce matin tous ces débats à propos de l'ordre social à préserver. Donc, il y a eu cette responsabilité, si vous voulez, de la commune. Mais je crois que plus fondamentalement, la conséquence de la commune et des débats qui s'en suivent avec
La différence entre un prolétariat resté en France et puis un prolétariat, enfin des leaders en exil ou déportés qui reviennent après, débouche sur cette scission de 1880 entre les coopérateurs mutualistes d'un côté et puis les syndicalistes politiques de l'autre, ce qui explique peut-être une des particularités du mouvement ouvrier français qui, à la différence du mouvement ouvrier allemand ou du mouvement ouvrier anglais, qui, soit sous la direction de la social-démocratie en Allemagne, soit sous la direction des travaillistes en Angleterre, a, dans l'ensemble, sauvegardé l'unité de la classe ouvrière et lui a donné un poids plus important dans les institutions. Mais on peut quand même aussi dire, en revanche, que ce mouvement ouvrier, toutes tendances confondues, aux heures graves, il a quand même su se retrouver lors des crises qui, par la suite, ont menacé l'histoire de la République, et ce qui n'a peut-être pas été le cas du mouvement ouvrier allemand, même si on a bénéficié après 1933 de cette malheureuse expérience. Je vous remercie.